Alors, monsieur Henri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On fait aller comme un vieux. Merci d'honorer de votre présence à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, le Gabon est rentré de plein pied dans la Cinquième République. Et comme le clamait le président Brice Clotaire Oligui Nguema lors de sa prise de fonction, on va dire, de la transition, alors, je cite, tout est à refaire. Aujourd'hui, dans votre domaine de compétences, notamment l'environnement, qu'est-ce qu'il y a lieu de refaire? Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'accueillir au sein de votre émission. Je vais aborder trois problématiques qui sont pour moi les plus préoccupantes. La première, c'est vrai, elle est internationale, mais elle est nationale et locale. C'est le réchauffement climatique avec le changement climatique. Le réchauffement climatique va nous amener des conditions climatiques extrêmes. D'ailleurs, on le voit dans l'hémisphère sud, nord, je veux dire, tous les phénomènes tempétueux, orages, grêles, pluies, inondations, canicules, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays asiatiques, que ce soit aux États-Unis, malgré un président qui dit qu'il n'y a pas de changement climatique. D'ailleurs, il a interdit certains mots à la télévision qu'il ne faut pas prononcer. Ça, c'est la réalité de notre monde. C'est vrai que notre pays n'en est pas responsable, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix au niveau des COP. Tant qu'il n'y aura pas un front commun de tous les pays qui sont impactés par ces phénomènes, ça sera difficile d'obliger les pays qui ont le plus pollué à financer ce réchauffement climatique et ce changement climatique. Il faut savoir que ce changement climatique se produit déjà à notre échelle, au Gabon, même s'il est peut-être infime ou pas suffisamment. L'année dernière, on a quand même eu des canicules. Quelques jours, c'est que même la nuit, il faisait très chaud. Donc, c'est notre réalité. Et cela, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là au niveau international, ben, ça sera difficile de vivre dans ces conditions, parce que, comme je dis souvent, ça va être impactant au niveau de notre environnement, dans le sens que l'agriculture, la santé des seniors, et j'en fais partie, des nouveau-nés, des personnes atteintes de maladies chroniques, canicule veut dire mort, pour beaucoup. Et ça va nous amener à des seuils de mortalité importants. Et tant qu'on n'aura pas décidé au niveau international de résoudre ce problème, d'ailleurs on le voit, il est annoncé d'ailleurs et c'est clair, qu'actuellement, on s'était fixé lors de la COP de Paris à 1,5 de maximum d'augmentation de la température mondiale. Ben, on voit que malheureusement c'est largement dépassé et même explosé. On envisage plutôt même maintenant 2 à 2,5 degrés au niveau mondial. On voit les glaciers qui fondent, on voit les banquises, et la banquise du Nord, elle est déjà bien fondue. Il y a un nouveau passage qui va se créer des tensions politiques dans certains pays, hein, puisque chacun veut s'approprier cette zone-là, qui est une zone de transit de beaucoup de marchandises, de matériaux, de matières premières. Donc, vous voyez que cela pose des gros problèmes. Ensuite, après, il y a l'hémisphère sud qui me concerne. L'Antarctique font à une vitesse 5 fois plus rapide qu'on a connue dans l'Arctique. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on fait comme la fameuse phrase que disait Jacques Chirac lors du sommet de Jobourg? Il disait notre maison brûle, on regarde ailleurs. Je ne pense pas que ce soit la solution vis-à-vis de nos enfants, des générations futures. Quand on est un responsable politique, on doit défendre les générations futures. C'est vrai qu'il faut défendre d'abord celle qui est là présente, mais il faut aussi défendre celles qui vont venir.
Et il est important de pouvoir leur garantir un avenir serein dans un monde sain. Alors la situation est beaucoup plus généralisée alors que le Gabon est un pays en voie de développement qui, au travers justement de son entrée à la 5e République, veut plus ou moins se voir émancipé pour pouvoir connaître un développement aussi important que ceux des pays voisins ou d'ailleurs. Alors est-ce que là, on a comme l'impression que lors des investissements, des infrastructures, des constructions, des infrastructures qui se font ça et là, la question environnementale a du mal à passer. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les routes être bitumées, les caniveaux construits, on se dit quand même que, bon, on s'interroge si on a réellement pris en compte le côté environnemental. Disons, je pense que surtout, il faut déjà se mettre dans la tête qu'il faut qu'on change de paradigme. Cela, il faut revenir à des choses simples. Si l'on veut vraiment se prémunir à notre échelle de tous les phénomènes que j'ai annoncés, c'est d'abord régler le problème international, mais un peu au niveau local, de bien réfléchir à ce que l'on va faire. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas laisser faire n'importe quoi. Et ça, c'est le rôle de l'État, pour garantir justement pour les générations futures. Et ça, il n'y a que, je vais dire, le pouvoir politique et l'état de droit. Et là, c'est important. Quand je parle de réchauffement climatique, de changement climatique, c'est inondation, pluie fréquente et abondante, avec des orages, peut-être du vent, et même peut-être, et ça je le dis peut-être entre guillemets, des orages extrêmement violents, s'apparentant un peu à des cyclones ou autres, on n'en sait rien. Ensuite, après, il y a l'érosion. L'érosion qui est due parce qu'on a détruit des mangroves, mais aussi à la montée des eaux, et aussi un peu au prélèvement de sable, puisqu'il n'y a plus d'alluvions qui arrivent au final. Pas suffisamment. On continue à construire notre presqu'île, qu'on appelle une Manji, mais c'est une presqu'île. Elle se construit plus. C'est un coup d'arrêt. Ensuite, après, il y a quand même la subsidence. La subsidence, le poids de notre ville, dans la zone où elle est. Nous sommes sur du sable. Et le sable, avec de l'eau qui a, je vais dire, dans certaines périodes, à 20 cm présent, et là, en saison sèche, on va arriver à peu près à 70 cm. C'est un roulement à billes. On le voit, les maisons s'enfoncent. Comme je le dis souvent, Polygamba a été construit, qui est notre plus grand immeuble que nous avons à Port-Gentil. Il a fallu aller chercher le socle rocheux à pratiquement 80 mètres. Ce qui veut dire qu'il y a 80 mètres d'alluvions qui ont été amenés depuis des millénaires par le Gouet. Et cela se fait de moins en moins. Donc ça participe aussi un peu à l'érosion. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de Polygamba. Ça nous donne une transition notamment au niveau local pour parler de Port-Gentil, pour rester plus précis. Alors, comment décrivez-vous l'état actuel de Port-Gentil? Autrement dit, sur le plan environnemental, quelle est l'observation que vous faites de cette ville dite économique et pétrolière? Ville économique et pétrolière, je dirais c'est vrai, mais nous sommes au niveau environnemental dans un état critique. Je dirais pas catastrophique, mais critique. D'accord. Pourquoi? Pour des raisons, d'abord d'une part, je vais dire de sécurité, des choses que l'on pourrait régler. Nous sommes traversés par une multitude de pipes. On ne sait pas s'ils sont encore en fonction ou pas. Ensuite, après, nous avons un dépôt de carburant dans une zone qui voit au moins passer 2000 ou 3000 personnes par jour, voire plus, du côté du carrefour Léon-Bas. On a un dépôt de carburant. Quand on sait ce qui s'est passé dans certains pays il n'y a pas si longtemps, explosion et des milliers de morts ou de blessés. Et là, dans cette zone, il y a des écoles, donc ça veut dire les futures générations. Il y a même une crèche. Il y a le cimetière, c'est vrai, et ça, c'est pas eux que ça dérangera trop. Il y a un hôtel, il y a même une station de service juste devant ce dépôt, et il y a quand même la SEG qui voit passer beaucoup de monde, et le personnel de la SEG. Je
pense que ça, c'est des problèmes que l'on peut régler rapidement. Prendre des décisions, dire voilà, on déplace le dépôt à l'extérieur de la ville, ce qui serait judicieux. Ensuite, après, il va falloir envisager que cette ville va disparaître. Je ne sais pas à quel horizon, je ne suis pas devin, et comme on dirait ici, je ne suis pas ganga. Mais peut-être dans 10 ans, on aura en permanence 20 ou 25 cm pour la ville. Et là, ça devient vivable. Ce n'est plus vivable pour nous tous. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'envisager de déplacer cette ville. Alors, il y a 3 options, et la dernière, je la prends vraiment, mais parce qu'il faut donner un ordre de grandeur. Je dirais la moins chère. La moins chère, ça serait de déplacer la ville sur l'eau, comme le font maintenant les Hollandais qui ont malheureusement une triste expérience. Est-ce qu'on a les moyens pour ça? Les moyens peuvent se trouver. Il y a des fonds prévus pour ça. Il y a le FME, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale qui finance ce genre de projet. Et là, je vais prendre justement un exemple classique que je prends souvent. C'est Jakarta, entre 3 et 5 millions d'habitants. Eux, ça fait 10 ans qu'ils déplacent leur ville. Eux, ils ont pris large. Nous, ici, on pourrait déplacer la ville, je dirais, à 15 km. Si on ne veut pas la mettre sur l'eau, transposer sur l'eau. Encore qu'il y a certaines villes qui sont vides. Oui, mais... J'ai vu Mandjindolu, mais c'est une ville, j'ai envie de dire, complètement vide, parce que les populations sont déportées. Ça, c'est la réalité de notre monde actuel. Voilà. Tout le monde pense que l'on va trouver fortune en étant dans les grandes villes. Ouais. Malheureusement, la fortune, elle vient plus des villages ou des petites villes où l'on peut faire son petit lopin de terre si les conditions climatiques le permettent. Et ça, c'est pas une mince affaire. Mais évidemment, tout est concentré dans ces grandes villes. Monsieur Henry, la dernière préoccupation nous amène justement à observer l'actualité qui prévaut actuellement sur le plan national, mais également sur le plan local. Pour être plus précis, au niveau de Port-Gentil, on a vu les populations qui ont été déguerpies du côté de Lip, Matanda. Nous sommes là dans le 4e arrondissement de la commune. Une opération qui fait allusion justement à la restauration de l'autorité de l'État. L'État a failli depuis quelques années. Les gens se sont installés dans des zones dites interdites, mais également où des constructions sont annoncées. Alors, du côté de Lip, effectivement, on parle de la protection de la mangrove, qui a été malheureusement détruite depuis plusieurs années, et une zone beaucoup plus habitée par nos frères expatriés, notamment les Ouest-Africains. Vous, en tant qu'amoureux de la nature, protecteur, sinon défenseur de la protection de l'environnement, comment appréciez-vous cette initiative déjà des autorités actuelles? Cette problématique a déjà été abordée il y a de nombreuses années, et maintenant on a pris la décision d'agir. Et je pense que dans l'action, il faut savoir aussi tempérer cette action. Tempérer, j'entends par là avoir un peu d'humanité. Savoir si les gens ont eu des titres fonciers ou pas, savoir qu'est-ce qui représente leur construction, qu'est-ce que c'est des planches, des briques ou autres. Et je pense qu'il faut quand même avoir un peu de cœur. Même si cela paraît inutile vis-à-vis de l'état de droit, puisque l'état de droit, il impose. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un peu appel à notre humanité, qu'on ne perde pas cette humanité au profit de vouloir imposer ce qui est normal de l'imposer. Et là, on parle de la mangrove qui a été détruite. C'est vrai que cette mangrove, elle a été détruite par ces gens, et même peut-être un peu avant, pour avoir accès à la mer. Mais il faut savoir aussi que le bois qui représente celui de la mangrove est l'un des bois le meilleur pour briser comme pour fumer. Donc vous voyez que c'est un problème à double tranchant. Mais il faut savoir quand même que la mangrove, c'est un milieu extrêmement important, économique, que l'on a détruit. Parce qu'au sein de la mangrove, il y a une forte biodiversité. Cette biodiversité est représentée aussi bien par les poissons alevins et subadultes. Ensuite, après, c'est une zone où il y a, normalement, où il y avait beaucoup de coquillages qui permettaient à un certain nombre de gens de la population d'avoir un revenu.
il y avait des crabes en abondance. Maintenant, je ne mangerai pas les crabes qu'on nous offre. Hein. Je ne sais pas trop où ils sont ramassés, hein, je vous l'avoue honnêtement. Le crabe à la gabonaise, j'ai peur de dire crabe à la fosse septique. Hein. Alors, à la suite de cette initiative, sinon cette opération qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, quelles sont les mesures que l'on est tenté d'y croire, de voir d'ici quelques jours? La mangrove étant détruite, et comment la ramener, la restaurer à cet endroit? Ben, ce qu'il faudra, c'est replanter, mais cela n'aura pas de, je dirais, d'impact visible avant 2 ans, 3 ans. Et ça, il faut laisser à la nature le temps de regagner. Mais avant de replanter, il faut déjà dépolluer la zone, que les eaux soient à peu près saines, même si la mangrove participe un peu à la dépollution et en même temps à la fixation du sol, donc qui permet de ralentir un peu l'érosion. Il faut savoir qu'un hectare de mangrove fixe entre 5 et 10 fois plus de CO2 qu'une forêt primaire. Et donc, restaurer la mangrove et la remettre en fonction serait peut-être utile pour participer un peu à notre échelle à la réduction de l'un des gaz à effet de serre, le CO2. Parce qu'il y en a d'autres, malheureusement, qui sont en train de poindre. Alors, nous sommes arrivés au terme justement de cette émission. Ce n'est pas votre mot de fin. Je vous laisse le plaisir effectivement de donner votre mot de fin à travers cette dernière question, sinon préoccupation. Dans quelques mois, nous allons effectivement observer une période électorale, notamment les locales, les législatives et les sénatoriales. Qu'attendez-vous, vous, en tant que défenseur de la protection de l'environnement? Qu'attendez-vous des prochains élus locaux? Ben, ce que j'attends des prochains élus locaux, c'est qu'ils prennent conscience des quelques problématiques que j'ai énumérées et qu'ils agissent. Ça serait une bonne chose en relation avec, je vais dire, le gouvernement. Ça ne peut pas se faire n'importe comment non plus. Mais qu'ils agissent en écoutant les bonnes personnes. Parce que ici, dans notre pays et dans beaucoup de pays comme ailleurs, hein, on a tendance à appeler les gens qui se parlent le plus, qui sont les plus volubiles. Mais au niveau pratique, malheureusement, souvent, ça ne correspond pas à ce que l'on souhaite. Et il serait bon que ces futurs élus appellent à leur côté et écoutent les conseils des personnes qui sont des personnes ressources. Et ça, c'est important. Parce que sans cela, rien n'avancera, rien ne s'arrangera. Nous irons toujours vers la catastrophe. Donc je souhaite que ces gens-là soient vraiment à l'écoute des personnes ressources et de leur population. Et pas qu'ils s'enferment dans leur trou d'ivoire une fois réduits. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir justement de vous savoir nombreux pour suivre cette émission. Je vous rappelle que c'est une émission citoyenne qui donne la possibilité à chaque citoyen effectivement de débattre des questions qui nous intéressent tous sur le plan local, sur le plan national et voire sur le plan international. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.